Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Petite mention aujourd'hui, vous connaissez, si vous avez suivi ma carrière à TV, vous savez qu'à toutes les fois que je suis entouré de technologie, ça marche jamais. Rendu à 30 quelques minutes, là, on va avoir un son qui va devenir plus ordinaire pendant quelques minutes parce que la console audio a lâché, mais c'est pas grave parce que le contenu est vraiment très bon. On a Marie-Claude Savard comme invité aujourd'hui. En passant, c'est un nouveau podcast, donc vous allez pouvoir, peu importe la plateforme où vous nous suivez, s'il vous plaît, pour nous aider, vous cliquez sur s'abonner et également faites des commentaires, mettez des étoiles. Merci, bon podcast tout le monde. Balado, épisode 4. Marie-Claude Savard. 3, 2, 1. Je les adore encore aujourd'hui. J'ai beaucoup d'indulgence, beaucoup de compréhension pour les gars. Je les aime profondément, puis je pense qu'ils me le rendent bien. Tu comprends notre côté épais, tu comprends pourquoi on n'est pas tout le temps comme... Ah, mon Dieu Seigneur, je vous comprends d'avoir de la difficulté à marcher et à mâcher de la gomme. Pas chier. Je l'accepte. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Marie-Claude Savard, salut! Allô? Hey, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, nous autres. Oui, on se parle souvent, par exemple. Oui, bien ça, c'est la beauté des Internets. On Tu sais, communique. des petits bonjours, on se jase à la radio, mais tu sais, la chance de pouvoir s'asseoir, popper des bulles. Ah oui, moi jaser. j'aime ça, les bulles. Tu sais, puis quand les invités arrivent, on leur dit, écoute, tu sais, si tu préfères, on peut te faire ça mimosa, hein, on a du petit jus d'orange. Oui, Voilà, non. Ben non! Non, jus d'orange, ça fait longtemps que j'ai abandonné ça. Ça, les muffins, les toasts, tout ce qui est déjeuner, hein, toi et moi, on a connu une époque où on déjeunait plusieurs fois par jour. Oui, clairement. Alors là, pour les gens qui nous regardent sur YouTube, c'est la COVID. Alors, j'aime nettoyer les mains avant de servir Marie-Claude. Ah, ben oui, d'accord. non, ben oui, parce Bien que élevé. le premier podcast qu'on a fait avec Charles, là, au début, on fait OK, on touchera pas. Puis là, pendant, on a complètement oublié. Ouais. Fait qu'on s'est fait dire attention! Effectivement, il faut faire attention. Oui, oui, exactement. Oui, c'est vrai. Allons là, tiens, on s'est connus à Salut Bonjour. Oui. On a sévi à la TV ensemble une dizaine d'années. Là. À peu près, hein? Ish, à peu près. À peu près. Qu'est-ce qui t'a amené là, Salut, toi? En fait, il avait fermé le département des sports de Radio-Canada à l'époque. OK, t'as perdu ta job à Radio-Canada. Oui, puis là, j'ai postulé à 110 %. Ils m'ont pas pris. Donc, je me suis ramassée à TVA. Et ils m'ont pas pris non plus. Sauf que la personne qui devait faire les sports a démissionné 2 semaines avant le début de la saison. Et c'est un peu l'histoire de ma vie, ça. Je me ramasse tout le temps. 2e choix, mais c'est pas grave. Et j'en ai fait des années extraordinaires. C'est fou, hein? Oui. Puis Salut Bonjour, c'était une vie de nuit. Oui. Toi, avec les games qui sont le soir, t'étais un peu comme les filles du culturel. Tu devais jamais dormir. Mais je regardais pas. Ça, c'est le secret que je dis maintenant. Mais non, ma vie, c'était une vie de fait saillant. Fait que, tu sais, c'est rare que je me tapais l'intégrale. De toute manière, dans le sport, si tu regardes un match, tu regardes pas les autres. Oui, t'as fait raison. que je me disais, je vais être égalitaire, je regarderai rien, je vais aller me coucher. Cette semaine, dans le lundi, j'ai jamais regardé une game. Non, mais je regardais les games le week-end, je me tenais oui. au courant. Mais tu sais, moi, j'avais fait le choix de la santé, si on veut, là, plutôt que de la surperformance. Ben, c'est de ça qu'on va. Puis tu m'as dit en t'assoyant, je sais pas ce que je fais ici. Non. Mon podcast, c'est un podcast où j'ai envie de rencontrer du monde, comme je dis en ouverture, que j'aime et que j'admire, des gens qui sont l'entrepreneur de leur vie. Puis je pense que tu fit dans cette boîte-là. Juste ta face, elle change. Ouais. Tu mets le sourire. Là, Je suis contente que quelqu'un me dise ça aujourd'hui parce que j'ai longtemps été vue comme une chroniqueuse, une employée ou une bonne petite fille, une bonne première de classe, ce qui est correct aussi parce que on est tous multidimensionnels, mais je pense pas que c'est vraiment l'essence de ma personne nécessairement, là, tu sais. Moi, j'aime ça quand ça bouge. J'aime les courts projets. Je suis pas une marathonienne. J'aime ça quand ça brasse. Puis j'ai beaucoup d'audace. Et je pense qu'aujourd'hui, après 20 quelques années de carrière dans l'espace public, je pense que tranquillement, pas vite, les gens commencent à catcher ça. Chaque invité, je leur fais faire un petit questionnaire. Ça s'appelle le profil Nova. C'est un truc super sérieux, c'est un test psychométrique pour pouvoir apprendre à mieux connaître la personne, genre connaître ses couleurs, connaître ses réelles motivations. Puis c'est surprenant parce que tu dis, moi, je suis pas une marathonienne, mais pourtant, quand on lit sur ton profil, t'aimes ça en maudit, la stabilité, par exemple. Oui, puis je suis coriace, en fait. C'est plus ça.
Donc, j'aime créativement des plus petits projets. Peut-être c'est pour ça que je te dis que je suis pas une marathonienne, mais dans le temps, tu sais, par exemple, dans les sports, les gars étaient tannés de me voir là et ils se sont rendus compte que ça allait en prendre pour que je lâche, tu sais. Donc, puis des fois, à mon détriment, mais je suis coriace, persévérante. Je lâche pas, là, tu sais. T'aimes le monde. Ah oui. Écoute, je veux dire, il y a deux couleurs qui sont dans le relationnel. Le jaune qui est avoir envie d'influencer, puis le vert, ben c'est aussi beaucoup de la communication, puis c'est de l'écoute, puis être tourné vers les gens. T'as 100 de jaune. Pas vrai? Fait que toi, là, tu te lèves le matin, puis ton désir, c'est de convaincre. Ouais, peut-être. Des fois, mon chum me dit que je pourrais vendre un fridge à un Esquimau. Mais tu peux pas, t'as cassé la machine à 100, tu peux pas monter en haut, là. Non, c'est vrai. Je pense que je suis assez bonne pour convaincre. Tu sais, récemment, j'ai fait un documentaire en 4 épisodes sur des sujets intouchables dans le sport. Il fallait convaincre des gens de venir parler sans savoir ce qu'ils allaient dire, où ils allaient aller, sans avoir une feuille de route, si on veut. Et c'était ça. J'allais prendre des cafés. J'expliquais ma démarche. Je rappliquais. Quand j'avais pas de nouvelles, je retournais. Tu sais, puis j'ai réussi à convaincre quand même Mike Ribeiro là, de prendre un avion de Nashville à Montréal pour venir me jaser. Puis je peux te dire qu'il y a pas grand monde qui y croyait. Mais moi, j'avais aucun doute que j'allais y arriver. Parce qu'asseoir la gang de hockey, leur faire parler d'homosexualité, de drogue, du côté dark d'avoir de l'argent, du sexe, les femmes, bref, tous les tabous dans le monde du sport et de façon contemporaine. Pas de gens qui sont plus là pantoute, non, de gens qui existent présentement. Là. Ça prenait du culot, là. Ouais, ça prenait du culot. Puis moi, j'étais contente d'avoir ça. C'était comme, OK, là, tu sais, j'ai de la matière, j'ai de la chair autour de l'os. Tu sais, j'attendais ça, si on veut. Il y a bien des gens qui me disaient, quand est-ce que tu vas retourner dans le sport? Puis je me disais, si je retourne dans le sport, c'est pour faire de quoi? Tu sais, c'est pas pour aller parler des scores parce que je l'ai fait tellement longtemps. Fait que quand ça s'est arrivé, quand on m'a donné la chance, j'étais comme un enfant de 4 ans qui vient de recevoir des bonbons, là. Je capotais ma vie, là. Fait que, tu sais, je suis partie d'un bar, j'ai eu des déceptions, je suis pas arrivée à tout faire ce que j'aurais souhaité, mais il y a des bons gros morceaux qui me sont arrivés. J'étais contente, là. Mais Marie-Claude Savard, c'est une fille qui fait rien, qui rapporte pas. Je parle pas de rapporter d'un point de vue du cash, là, je parle du vrai rapporter, un retour sur investissement. Ton utilitaire est ta valeur numéro 1, ta motivation numéro 1. Parle-moi-en. Ben en fait, tu sais, tu dis, c'est pas nécessairement l'argent. Moi, oui, c'est important pour moi de bien gagner ma vie. J'ai toujours négocié mes contrats. Moi, j'ai besoin que ça donne quelque chose. Je pense pas que je serais capable de partir à l'aventure sans avoir un but clair, puis que ça soit utile pour moi. Puis tu sais, même dans ma vie de tous les jours, je suis la fille qui va, tu sais, je vais faire mon dosseret, je vais poser de la tuile. Parce que, tu sais, une fois que c'est fini, là, moi, je peux m'asseoir devant ça pendant des heures puis regarder ça, là, tu sais. Ah oui, ben là, c'est... Ça a donné de quoi, tu sais. C'est important. C'est parce que tu as, d'après ton profil Noah, tu as 2 motivations, puis là, tu viens de dire les 2. Tu as l'utilitaire, il faut que ça serve. Oui. Mais ton numéro 2, qui est quasiment égal, c'est l'esthétisme. Oui, c'est vrai. Tu sais, puis l'esthétisme, c'est pas juste... Ah, c'est beau. Oui, quelqu'un qui a l'esthétique... Je sais, moi aussi, j'ai l'esthétique dans le tapis. Je peux m'asseoir pendant une soirée à regarder des tuiles, à quasiment avoir les 2 yeux dans l'eau. Oui, complètement. Absolument, totalement. Puis c'est pour ça qu'au départ, moi, je pensais que j'allais faire carrière en art plastique. J'étais persuadée, tu m'aurais parlé quand j'avais 16 ans, je t'aurais dit, mais oui, François, il n'y a pas d'autre chose. Puis j'ai essayé les beaux-arts, puis tu sais, je rappliquais, puis tout ça. Puis à un moment donné, les gens me disaient, non, c'est pas tout à fait ça, ton affaire. Puis je me disais, mais ça peut pas être autre chose, parce que ça me fait tellement vibrer. Puis, tu sais, aujourd'hui, je fais plein de choses, mais entre autres, dans ma compagnie de production, j'ai un client qui est un médecin en médico-esthétique. Je dis, tu peux pas avoir une plus grande fusion, là. On parle de toutes les petites affaires, tu sais, puis l'éclairage vient me chercher, puis c'est drôle que tu me dises ça. Il y a jamais personne qui me parle de ça, mais c'est clair que c'est important pour moi. Puis, tu sais, même dans le documentaire, je voulais quelque chose... une couleur, une texture, c'était important pour moi, tu sais, que ça ressemble à quelque chose que j'aime. Mais c'est parce que t'es pas capable de faire quelque chose si c'est pas esthétique. Les gens qui écoutent le podcast sur une des plateformes audio, venez le voir une fois sur YouTube. Vous allez voir, tu sais, moi, quand on a dit on va partir un projet de podcast, c'était impossible de faire un podcast lettre comme il y a d'autres podcasts lettres. Ouais.
Je pouvais pas. C'était over my dead body parce que j'ai de l'esthétique dans le tapis. Fait que je peux pas faire. Ça prend des beaux micros, ça prend une belle console, ça prend un petit éclairage. Parce que j'embarque pas sinon. Mais tu vois, tu vas capoter comme moi parce que quand on faisait Salut Bonjour, c'était lettre. Puis, non, mais c'est vrai, puis je le dis en toute honnêteté, tu sais. Puis des fois, je me disais tout le temps, tu sais, comme j'avais de la misère à dire je suis sur mon X. Je me disais, c'est cool. Puis j'aime ça, puis j'aime les gens avec qui je travaille, puis c'est une chance. Depuis leur dernier déménagement, ils ont un très beau décor. Ouais. Il y a eu de l'argent qui a été mis dans le décor. Mais nous, on était là dans le temps de fling-flang, c'était tout les comptoirs, tu sais, à chaque été, on changeait de décor, ou presque. Mais tu sais, ils nous repassaient les mêmes vieux meubles avec de la peinture à l'éponge. Ah, oui. Tu sais, moi, j'ai animé pendant 2 ans, au rez-de-chaussée d'un petit garde-robe, un show avec Penelope McQuaid qui s'appelait Cyberclub. Puis quand le show, ils ont tiré à la plug, parce qu'ils ont tiré à la plug à toutes les émissions de fin de semaine, donc on a revolé nous autres avec, ben au printemps, là, la nouveauté du décor, c'était les restants de mon ancien show avec, il avait changé des couleurs avec des éponges. Ah ouais. Puis tu voyais toutes les bouts arrachés. Les faux finis. Les faux finis. Ces affaires-là. Les gaffer tape en... Puis en plus, honnêtement, c'était pas bobo du bord de la TV. Alors, à la maison, imaginez comment notre bord à nous autres, c'est là dans le crise. Puis c'est plate parce que, tu sais, au fil des années, moi, je me suis spécialisée en communication. Puis je sais très bien que la communication, c'est à peu près 20% verbal, que tout le reste passe par le physique, par ce qu'on capte, c'est une expérience sensorielle complète. Fait que ça m'a toujours un peu déçue. Je me disais tout le temps, mon Dieu Seigneur, pour un milieu créatif, des fois, je trouve qu'on est un petit peu cheap là-dessus. Bien, ça revient à, tu sais, comme on parlait de ton jaune. Le jaune, c'est pas juste avoir envie de convaincre, là, c'est le désir profond d'avoir du plaisir. C'est quasiment une mission de vie, toi, avoir du fun. Ah, tout le temps. Puis je suis optimiste, là, tu sais, dans ma moelle épinière, je pense. Parce que, tu sais, on s'est côtoyés au moment où tout le monde dans ma famille est tombé malade et décédé. Puis je me souviens d'être allée à l'Oratoire Saint-Joseph allumer un lampion parce qu'à un moment donné, tu sais plus où est-ce qu'il faut se tourner. Fait que tu te dis, bon, allez là, étant donné que les éplorés vont là. Puis là, je cherchais, tu sais, ma station de lampion. Je me dis, qu'est-ce que je veux? Allumer un lampion, pourquoi? Je veux pas sauver personne. Fait que là, je me dis, je vais me sauver moi-même. Puis je me souviens que j'ai allumé un petit lampion, je me suis assise, puis je me dis, tout ce que je me souhaite, c'est d'avoir encore de l'enthousiasme, d'avoir encore le goût de pas laisser mon cœur se meurtrir des choses difficiles qui arrivent, du lait, entre guillemets, de partout. Les choses qu'on expérimente, la vie qui peut être brutale parfois. Moi, je choisis d'aller de l'autre côté. Je choisis de décorer, je choisis d'être de bonne humeur. Ouais. Puis c'est pas jovialiste, là. C'est vraiment comme un mécanisme de survie puis un bonheur. Pourtant, tu parles de lampion. Tu as eu effectivement quelques années où la vie a soufflé sur ta chandelle sur un esti de moyen temps, là. Tu avais probablement envie de dire, hey, il y en a d'autres, hein? En bon québécois, Christ, c'est moins patience. En fait, je pense que c'est le fait que c'est arrivé dans ma trentaine, parce qu'aujourd'hui, je regarde puis je vois que ça arrive à tout le monde à un moment ou à un autre dans la vie. Ça fait partie de l'expérience humaine. C'est juste que moi, c'est arrivé plus jeune. Fait que j'étais un peu toute seule, je regardais autour de moi, puis c'était pas ça que les gens vivaient. Ils étaient beaucoup plus dans la construction d'une famille, d'une carrière, dans, tu sais, monter les échelons dans le positif, alors que moi, je recevais pas mal la douche froide qu'on reçoit habituellement quand on arrive dans la cinquantaine ou la soixantaine. Par contre, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, belle chance. Parce que c'est là que tu apprends tes leçons. Vaut mieux apprendre à 30 ans, peut-être, malgré qu'à 60, t'as encore bien du temps, là. Mais c'était quand même correct, là, tu sais. Mais... Pour que les gens nous comprennent, début trentaine, c'est ton père en premier qui a été malade. Mon père est décédé, ma mère ensuite, peu de temps après. Ensuite, j'ai un oncle qui est décédé, mes grands-parents sont décédés. J'ai été donc aidante naturelle, accompagnante pour tous ces gens-là. Rupture amoureuse, tu sais, une relation de 10 ans, infertilité. Hey, là, je me disais, coudonc, la trentaine, ça va, là, tu sais. OK, fait que d'un côté, tu fais, bon, je perds mes parents, tu sais, il y a toujours le cycle de la vie, puis là, tu dis infertilité, je suis même pas capable de pouvoir avoir un petit. Oui. Fait que là, Colin, c'est la double... C'est quoi, c'est un échec, la double mort? C'est la solitude, parce que là, tu te dis, il est où mon port d'attache? Je n'ai plus de famille. En même temps, il y avait une libération à ça, parce que on a beau idéaliser, tu sais, les liens humains, c'est pas toujours facile. Moi, je me souviens, quand tout le monde est parti, puis là, je pouvais pas avoir d'enfant, je me suis dit, ben, coudonc, je pourrais pas faire honte à personne. Fait que je peux même faire ce que je veux, tu sais. Puis aujourd'hui, j'ai des enfants, puis je pense que ça m'est resté ça. Je me dis tout le temps, je suis pas responsable du feeling des autres par rapport à ma personne. Est-ce que c'est ça qui a fait que tu as décidé de débarquer du bateau de Salut Bonjour? Oui. Parce qu'on en convient, là, faire une quotidienne comme Salut Bonjour, dans une vie, c'est un cadeau. Tu deviens du jour au lendemain une personnalité publique
aimer tu sais, je disais, moi, ça fait des années que je peux salut, bonjour, tu dois te faire dire la même affaire. Le monde, il me dit, je vous écoute tous les matins. Tu sais. C'est vrai. Ah ben tant mieux, coudonc. Ben, tu dois écouter des vieilles VHS, d'après moi, tu sais. Mais les gens nous adoptent dans leur famille. Ça nous donne un revenu confortable. La vie est belle. Ouais. Tu sais. Fait que de décider de tirer ce plug-là, c'est pas une démission facile à faire. Non, mais en même temps, c'est pas une démission facile à faire, mais ça faisait 7 ans, c'est un beau cycle. Puis c'est une affirmation de dire, ben, je vais choisir le risque, la liberté, la création. Donc, en bout de ligne, ça n'a pas été si difficile que ça. Non? Non. Mais c'est drôle parce que le Nova nous présente qui on est au naturel et qui on est en adapté. Parce que la vie nous amène justement à nos montagnes russes. Ta trentaine, là, après, tu te ramasses puis tu fais, bon, OK, peut-être envie d'aller faire d'autres choses. Il y a la Marie-Claude qui a beaucoup de rouge au naturel. Puis ça, le rouge, hein, c'est d'être décisif. Puis elle va amener des défis. Puis amène. Puis t'en as perdu. C'est pas le mot négatif, là. Tu en as moins, je vais rephraser. Ce qui veut dire que t'es passé d'une fille qui amenait des problèmes à tu vas choisir tes combats. Ouais. Tu vas choisir. T'adores encore ça, mais moins. Oh, beaucoup moins. Oui. Aujourd'hui, je valorise la tranquillité. Moi, j'ai toujours été une fille de... Tu sais, si tu m'avais dit New York ou la campagne. New York, ah oui, on sort jusqu'à... Mais là, aujourd'hui, le petit ruisseau tranquille, il me fait du bien. Puis, tu sais, je calcule un petit peu plus mon énergie. Je fais attention aussi comment je traite les autres. Tu sais, moi, la fille qui veut convaincre, là, à un moment donné, tu te rends compte que faut faire attention aux autres. C'est pas tout le monde qui est comme nous. Je me suis adoucie avec le temps. Beaucoup. Fait que, tu sais, vraiment, je pense que l'équilibre, parfois, on ne l'a jamais, là, mais là, j'ai dosé un peu, là, puis je suis correcte avec ça. Parce que je pense que j'ai blessé des gens au fil des années. Des fois, j'ai pas de filtre. Il faut que je fasse attention. Je manque de diplomatie. Moi, je préfère la vérité au non-dit. Puis c'est à cause de ma famille, c'est une famille typique là, de on dit jamais rien, on fait semblant que tout va bien. Je suis devenue allergique à ça. Puis là, maintenant, je comprends. Je comprends un peu mieux les codes. Je fais OK, on va faire semblant un petit peu. Mais tu peux pas faire autrement. La dernière couleur qu'on n'a pas jasé dans ton profil, c'est le bleu. Le bleu, c'est le conformisme. Hein? C'est vouloir respecter des règles, avoir des règlements, se faire un budget, des fichiers Excel. T'en as pas. Non. Puis on est pareil là, sur ce point-là. Ce qui veut dire que quand t'as au naturel, t'as 11, puis là, en adapté, t'en as 14. C'est égal. Ce qui veut dire que, rendu à ce niveau-là, c'est quasi la rébellion. T'es une rebelle. Toi, des règles, hey, tu vas me convaincre pourquoi je vais la suivre, là. Ouais. Ah oui, puis même, je te dirais que tu me présentes un fichier Excel, puis je fais le pas bien. Je suis pas capable. J'ouvre ça, puis c'est comme si, à un moment donné, je me disais, je dois avoir une dyscalculie ou quelque chose. L'angoisse, Je suis pas capable. Ouais. Par contre, tu sais, j'aime l'ordre quand même, tu sais, puis le respect. C'est ton verre, ça. T'es organisé, t'aimes Ouais. ça. Fait que t'es pas... Mais c'est par rapport à l'autorité, par rapport au règlement, par rapport... Ouais, c'était tough à l'adolescence. Tu sais, c'est pas pour rien que j'ai une adolescence aussi rocambolesque, là. Moi, j'avais les cheveux rasés, j'avais un gros mohawk, là. Ah ouais? Ah oui. Et C'est surprenant parce que moi, je t'ai connu dans ta période, je dirais, Sex in the City. ouais. Hein? Oui. Non, mais tu sais, la belle fille, tout était à la bonne place. Je veux dire, Marie-Claude Savard, ça avait pas un cheveu pas placé dépassait. comme du monde, puis les ongles, puis les zip, puis tout, je veux dire, c'était comme, au niveau esthétique, t'avais 20 sur 10, là. Ouais, c'est drôle, là, parce que les gens qui m'ont connu plus jeune, ils comprenaient rien. Eux autres, ils regardaient ça à la télé, puis ils se disaient, oh my God. Non, j'étais pas comme ça quand j'étais jeune du tout. Puis, tu sais, c'était une période aussi où je cherchais. Fait que j'ai 2 tentatives de suicide, moi, là, à l'adolescence, là, de non-compréhension de comment fonctionner, de vouloir hurler que j'étais pas bien, tu sais. T'arrivais pas à communiquer avec le monde extérieur? Non, puis j'avais de la difficulté au niveau familial, fait que puis l'adolescence, les hormones, tout ça, ça aidait en rien. Puis après ça, après coup, on s'est rendu compte que j'avais eu une dépression. Puis mais tu sais, cette espèce d'idéalisme là, il était rough à l'adolescence parce que j'avais de la difficulté à réconcilier les idéaux avec la réalité. Puis les règles, là, oublie ça. Écoute, c'est pas compliqué. Il y a 5 ans de secondaire, j'ai fait 12 écoles. C'est grave là. Tu sais, aujourd'hui, on rit de ça, puis mais tu sais, quand je repense à ça maintenant que j'ai des enfants, c'est pas drôle, là. Ben non. Je me faisais tout le temps mettre à la porte, tu sais. Puis pas parce que, comme d'autres, tu te faisais brasser par les camarades. C'était toi par rapport à toi.
Ah, complètement. Moi, je me mettais dans le trouble tout seul. Hey, moi, j'ai pas besoin des autres me mettre dans le trouble, là. Non, c'était moi par rapport à moi, puis des gestes que je posais, vraiment de... Tu sais, tu dis rébellion, moi, je me voyais plus colérique, là. J'étais vraiment en colère, j'étais en tabarnak contre la vie. Fait que je volais des assiettes, mettons, à cafétéria, je menaçais des collègues, d'autres étudiantes. C'était horrible. Horrible. À chaque fois que je rencontre du monde du secondaire, là, je suis nerveuse. Un, parce que je me souviens probablement pas d'eux autres, puis deux, probablement qu'ils n'ont pas eu une bonne expérience autour de moi, tu sais. Tu as eu des substances mélangées à travers ça? Oui, mais pas tant. C'était pas trop mon affaire. C'était plus... j'étais comme... C'était ça. Ouais, ça s'est calmé un petit peu, tu sais. Mais il est toujours en arrière. Hein. T'étais à Trois-Rivières dans ce temps-là ou t'étais déjà... à Montréal. Montréal? Ouais, parce que ton père était réalisateur. Tu travaillais à Radio-Canada, je pense. Oui, il a travaillé à Radio-Canada. Moi, je suis deuxième génération de télé. Puis la dernière affaire que je voulais faire, c'était bien d'aller là-dedans parce que je voulais pas faire comme mon père. Mon Dieu, que j'étais donc... Le dépit quand les profs puis l'orienteur m'a dit « Il faudrait que tu ailles en communication. » Ah, je te dis, là, je capotais ma vie. J'ai dit « C'est pas vrai, je m'en vais pas là-dedans. » tu sais. Parce que tu avais justement regardé les arts, ton côté esthétique. Ah, mais je trouvais que c'est tellement plus hot, là, tu sais, de s'élever au-delà de tout ça. Puis, non, là, finalement, j'avais du talent pour ça, qu'est-ce que tu veux. Tu sais, c'est pas pour rien. Mon oncle était réalisateur, ma mère travaillait en marketing, publicité. Je veux dire, à un moment donné, il faut que tu reconnaisses ton héritage, là. Et dans tes premiers jobs, tu t'es ramassé avec André Arthur. Ah oui. Ça, c'était un match. Attends, mais je veux dire, là, pour les plus jeunes qui savent pas qui est le monsieur, le roi des ondes à Québec, probablement un des inventeurs du talk radio rock and roll, un bonhomme surprenant, on pourrait dire ça. Comment? Décris-moi. C'est une grande gueule. C'est un gars qui disait tout le temps, t'as pas le droit d'être plate. Oui. Fait qu'à la radio, fallait que ça bouge. La gang, on sait tout. Ouais. Et tu sais, c'était un gars qui prenait toujours des positions tellement étonnantes que tu peux pas t'empêcher de l'écouter. Il était vicieux et méchant par moments. Volontairement. Oui. Et souvent, il attaquait. Puis pour lui, un politicien, ça méritait d'être attaqué. Fait que il y a une partie de la population qui vouait un culte incroyable. Ouais. Puis d'autres qui le détestaient profondément. Ben en disant, oui. quel gros Christ de colon. Puis de l'autre côté, t'as des gens qui disaient non, quel grand communicateur, il est fin, il sait ce qu'il fait, il sait où il s'en va, il y a un agenda. Ouais. Et toi, tu travaillais pour ce bonhomme controversé-là. Hey, écoute, c'était quelque chose parce que j'étais très jeune et une des premières leçons qu'il m'a données, c'était t'as pas besoin de plaire à tout le monde. Ce qui était une grande leçon pour moi parce que j'étais tellement dans les autres et la communication. Puis, tu sais, je te jure, il m'a amené souper, puis il me l'a pas répété 20 fois. Il m'a dit, tu sais, en anglais, on dit le disease to please. Puis il m'a dit, arrête ça tout de suite. Et il a passé après ça les 2 prochaines années à me casser. Pour être sûr que... Comment? Mettons qu'il y avait quelque chose de désagréable à dire à un collègue, c'est moi qu'il fallait qu'il le fasse. Mettons que... T'avais quel âge? Hey, j'avais 22. C'était rough, là. J'étais comme, mais non, mais je voulais me cacher en dessous de la table plutôt, moi, que d'indisposer ou de froisser quelqu'un, là. Un exemple pour le fun? Ben, il y avait Michel qui était son metteur en ondes, qui parlait trop tout le temps, puis il pensait qu'il savait tout. Fait que des fois, il posait des gestes dans l'émission qui faisaient pas l'affaire d'André. Ben, André me donnait à moi un char de merde. Va lui dire de se faire maillot. Ben non, mais des fois, il me rentrait dans le bureau, puis il se mettait à crier après moi, puis je disais, mais c'est pas moi qui fais ça, c'est pas moi qui fais la mise en ondes. Puis là, il me disait, moi, je te donne de la merde, puis toi, tu la redistribues à la bonne place. J'avais jamais entendu parler de ça. Je dis, ouais, mais moi, j'ai pas postulé pour être dispatcher de merde ici, là. Puis il me disait, ben, t'as besoin de ça. Fait qu'il dit, toi, t'es mon canal, je te dis tout ce qui va pas, puis toi, tu t'en vas le dire aux gens. T'étais sa recherchiste? Ouais. Imagine. Ben, moi, ma job, c'est de booker des invités. Déjà que ça, c'était périlleux parce que... Oui, mais tu sais que c'est un hot seat, tu vas aller te faire ramasser par le pitbull. Fait que toi, tu parles avec l'attaché de presse du député ou du ministre. Fait que tu parles même pas au gros ministre. Et fait que tu parles déjà à un firewall qui fait hey, je vais pas te donner mon ministre pour qu'il aille se faire arracher à la face. Ouais, fait que là, moi, comme bonne vendeuse, je convainquais. J'étais bonne de convaincre. T'as jaune. C'est ça. T'es capable. Fait que j'allais tout le temps chercher tout le monde qui se faisait ramasser. Que là, je me sentais tout croche parce que là, à un moment donné, je me disais, faut que je fasse attention à ce que je promets ou à ce que je dis. Mais en même temps, je suis une performante, fait que je voulais aller chercher l'invité. Hey, c'était 2 années. C'était comme une thérapie intense. Puis je sais pas comment expliquer ça autrement, là. Puis en même temps,
c'est comme un exfoliant de violence, là. Tu sais, c'est comme s'il m'a tout enlevé, ma personnalité en partie. Mais je suis sortie de là formée, en tout cas formée pour la vie, parce qu'après ça, là, il n'y a jamais personne qui m'a intimidée comme lui, là. En fait, c'est comme si il m'a donné mon camp d'entraînement pour les vestiaires. Comme moi, quand je suis arrivée dans les vestiaires, tout le monde disait c'est intense ici. Je me dis, bon, Dieu Seigneur, vous avez rien vu. Comparé à André Arthur, rien, là. De quoi vous parlez, tu sais? OK. Fait que justement, là, tu tombes t'arrives dans le sport, t'es à Radio-Canada, t'as ton petit micro. Ouais. Un caméraman, ça aide. Déjà, un caméraman, ça impose, tu sais, déjà. Un peu, là, un ouais. peu. Comment t'es accueilli? Froidement, un peu comme dans le cours d'école. Puis en plus, là, t'es jeune. Ouais. T'es pas grande. Tu fais quelle grandeur? 5 pieds 2. Tu sais, déjà, là, tu sais, t'avais été une fille de 6 pieds. Fait que là, tu sais, tu partais avec 2 prises, dans le fond. T'étais jeune, 3. Ouais. Une fille, jeune, petite. Fait que c'est comme, hey, la petite, tu tasses-toi, là. Un peu, mais en même temps, j'étais pas menaçante. Fait que je pense que, tu sais, eux autres, ils se sont dit, oh, Ça a été ta stratégie. Ben, un peu, parce que je me disais, ils me voyaient pas venir. Tu sais, ça a été long, là, tu sais, c'était comme, ouais, c'est une mouche. Elle va s'en aller. Fait que ça a été... Elle est encore là, moi. Oui, puis tu sais, il y a la moitié des gars qui voulaient me protéger. Ça, c'est drôle. Parce que, tu sais, ils voient la petite fille, tout ça, fait qu'on va la protéger. Très paternaliste, là, tu sais, des affaires qui passeraient plus aujourd'hui, là. Non. Et l'autre côté qui était comme, qui te regarde du coin de l'œil, j'en suis venir me voler ma job. Parce qu'évidemment, comme tu es différent, tu vas faire les choses avec originalité. Fait que c'était un peu des deux. J'en avais des deux. Puis tu venais amener un brasse-lacanis dans probablement la paresse des boys qui couvraient. Complètement. Puis les boys qui étaient peut-être embarqués dans toute la game ils étaient quasiment dans le camp de l'autre bord. Fait que si on le dit pas, on est au courant. C'était les années, comme on l'a vu dans tes documentaires. Ouais. C'était les années sex, drug and rock and roll. Ça sortait le soir. Fait que là, tout le monde est au courant de tout. Ouais. Mais personne ne disait rien. Non, parce que garder un secret, c'est avoir du pouvoir. Et que ces gens-là, souvent, les journalistes, c'était des groupies. Et moi, je me souviens d'un journaliste de sport, là, il appelait pendant la pratique du Canadien, sa cocotte du moment, là. Puis là, il disait, attends, hey, gars, écoute. C'est les gars qui pratiquent, je suis à la pratique du Canadien. Fait que eux, ça leur donnait un statut. Ils vivaient de ça. Fait que tout le monde était dans un pacte de je te protège, ça me donne du pouvoir, je sors un petit scoop, je fais partie de la game, je suis autour du Canadien. Puis toi, tu débarques, là, 5 pieds 2, tu comprends. T'es pas fan, t'as jamais été athlète. T'arrives de l'extérieur, tu checkes ça, tu te dis, ouais, OK, il y a un beau terrain à défricher ici. Clairement. Fait que, tu sais, ça a été 15 années à composer avec eux. Des fois, c'était difficile. Tu sais, Régent Tremblay prenait un malin plaisir à me ramasser dans sa chronique à l'époque où tout le monde regardait, tu sais, lisait cette chronique-là. Il était Dieu. Ouais. À l'époque, il y avait Louise Cousineau qui était la papesse de la TV dans la presse, et toujours dans la presse, t'avais Tremblay, c'était le pape du sport. Exact. Fait que moi, je me faisais ramasser par le pape. Puis là, les gars disaient, hey, t'as-tu vu ce qui est écrit? Oh, il est pas fin, Régent. Ils me disaient ça quand je rentrais. Ouais, mais c'est eux autres qui coulaient quasiment, là, ils pensaient pareil. Là. C'est comme une école secondaire. Tu fais pas partie d'aucune clique. T'es là avec ton petit cabaret, puis tu sais pas trop où c'est que tu vas te placer. Et 15 ans plus tard, juste au moment où je m'apprêtais à quitter, je me souviens d'être allée à une pratique du Canadien dans le temps où j'étais à TVA. Et les gars ont dit, oh, Marc-Claude Savard est ici, il va se passer de quoi? Hein? Et ça a été ma confirmation je passais de là à là. Il y avait du respect. C'était comme, assez déplacé. Oui, parce que Salut Bonjour, tu n'étais pas une fille de terrain, parce non. que la job, comme tu l'as dit, c'était de rapporter. Ouais. Fait que toi, tu pouvais dormir le soir, pas écouter les games. Mais je me rappelle, par exemple, d'une Marie-Claude Savard en plein milieu de la nuit, devant ton écran, hystérique à regarder justement tous les extraits de tout. Oui. Fait que tu avais tout vu avant de rentrer en onde. Oui. Tu avais vu tous les extraits du tennis, tous les extraits de la natation, le hockey. Oui. Avant de... Fait que tu les avais vus les buts. Oui. T'avais vu les faits saillants de toutes. En fait, puis j'avais Jean-Guy, mon chauffeur de taxi, qui a été extraordinaire pour moi. Il venait me chercher, pendant 10 ans, il venait me chercher le matin. T'avais ton recherché chauffeur de taxi. Jean-Guy, lui, écoute, quand il a commencé à venir me chercher, il devait avoir 72. On s'est laissé, il y avait 81. Et il me racontait tout ce qui s'était passé. C'est bien cool. Puis ça venait de Jean-Guy, fait que je savais que les gens qui se levaient le matin, ils voulaient savoir ce qui l'intéressait. Et non pas... Tu sais, moi, j'ai toujours essayé de faire des sports pour les gens qui regardent et non pas pour ce que les collègues vont penser ou ce que les patrons veulent que je raconte ou ce que le Canadien souhaite. Moi, j'ai toujours voulu faire les sports pour Jean-Guy.
Fait que c'était parfait. On s'entendait super bien. Fait que je rentrais déjà avec une longueur d'avance. Et tu as toujours, seul mot que j'ai en anglais, fighté pour ton contenu. Moi, je me rappelle d'une Marie-Claude sur le plateau. Et puis, le bout qu'on était à la TV, c'est pas long, là. Non. Le résultat, c'est préparer nos contenus, préparer nos montages, choisir, faire les fameux choix éditoriaux. La madame était intransigeante, hein, capable d'en imposer, de dire non, c'est ça que je veux, non. Et puis on le voit avec ton profil. Un peu rebelle, qui veut convaincre. Tu sais exactement où tu t'en vas. Fait que la personne qui arrive devant toi peut te dire écoute, Marie-Claude, on parlera pas de ça. Il faut qu'il se réveille, faut qu'il se lève de bonne heure. Là, pour... Oui, puis tu sais, moi, j'étais toute seule dans cet univers-là pendant toutes ces années-là à choisir. J'étais une unité unique. Là, oui, que les gens comprennent. Là, salut, c'est un gros show, là, mais on est au Québec, fait qu'on a les budgets qu'on a. Tu étais le département des sports au complet. C'est toi qui regardais tes affaires, c'est toi qui choisissais tes images, c'est toi qui envoyais ça au montage. Fait que tu étais tout seul. En même temps, c'est un avantage. Oui. Parce que tu fais comme, je choisis de parler de ça, je veux parler de tennis féminin, ça me tente d'amener du plongeon. Et tu es une de celles qui a fait comme, hey, la vie, c'est pas rien que les Canadiens, là. Oui, puis tu sais, c'était merveilleux d'avoir cette liberté-là qu'ils n'ont plus aujourd'hui avec TVA Sport, tu sais. La business est rentrée, le politique est rentré dans le sport, mais à l'époque, moi, j'étais pas mal toute seule. Fait que j'ai toujours défendu mon territoire, tirez la couverte de mon bord. Faites-vous-en pas, je vais tirer la couverte. Ouais. Solide. Fait que, tu sais, quand on me disait, tu vas faire 3 minutes, je disais, non, on est en série de hockey, ça va être 4 minutes. Puis s'il me disait 3 minutes, ben je parlais une minute de plus. Puis criez-moi dans les oreilles tant que vous voulez, je m'en fous. Tu sais, tu feras moins de météo, tu feras moins du reste. Je veux dire, une fois que je suis là, je suis là. Puis je me souviens d'une anecdote, tu sais, puis sérieusement, là, tu sais, il y a bien des jeunes aujourd'hui qui me disent, qu'est-ce que ça prend pour être journaliste? Puis plein de choses, la curiosité, plein d'affaires. Tout le monde peut faire ça, mais il faut que tu sois... que tu as une rigueur. La rigueur, c'est partout. C'est quasiment une rigidité que ça prend. Ouais. Là. Puis, je me souviens, à un moment donné, LCN embauche Michel Villeneuve pour animer une émission de fin de soirée de sport à LCN. Moi, j'étais insultée, là, comme gravement, là. Ouais, tu le voulais, ton show. Ben là, j'étais comme, voyons... Tu sais, moi, ça fait des années que je fais ça, je gagne des trophées, il embauche le gars, en plus, qui était mon ennemi juré, pour animer un show. En tout cas. Fait que là, lui, il se promenait dans les corridors, bien fier comme un pan, pour dire, hey, c'est moi qui ont choisi, gardons, l'autre, elle va rester au sport le matin. Bon. C'est qu'à un moment donné, il vient à Salut Bonjour plugger son show, et sa seule condition, c'est que je ne fasse pas l'entrevue avec Gino Chouinard. Tu me niaises. Non. Fait que là, Gino vient me voir. C'est toi la fille du sport. Ouais. Tout a dit, ouais, mais écoute, ça vient d'en haut, des boss, promotion, convergence. Tu sais, fait qu'on va le faire, mettons, à 8h20 quand tu seras pas là. Ouais. Ben, j'ai fait, non, mais ça, là, c'est une guerre de territoire, là. Tu sais, c'est comme, non, là. Ouais, c'est le chien qui vient pisser sur ton Ben, poteau. un peu. Fait que là, je vois qu'il est arrivé tôt. Fait que je vais voir le gars du son. J'ai dit, écoute, Michel, tu vas aller mettre un micro rapidement à 8h moins 5. Ouais, mais il dit, voilà, avant 8h20. J'ai dit, va y mettre un micro à 8h moins 5, s'il te plaît. Mets-le. OK. Fait que là, il va mettre le micro, tu sais. Moi, je m'envoie le réalisateur à l'époque. J'ai dit, écoute, j'ai dit, il va se passer de quoi à 8h? Fait que tiens-toi, tu sais, lève le micro de Michel Villeneuve. Puis, tu sais, on se fait des alliances, hein, quand ça fait des années que tu travailles là. Fait qu'il m'a pas dit un mot. Fait que moi, j'ouvre le show à 8h, on est tous autour de la table. Que va-t-il se passer? Ce qu'on appelle le tour de table à Salut Bonjour au début de l'heure. Ouais. Fait que moi, j'ai dit, ben, j'ai le plaisir ce matin de souhaiter la bienvenue à Michel Villeneuve. Là, tout le monde est comme, voyons, de quoi qu'elle parle? Fait qu'ils sont revirés caméra vers lui, le micro allumé. J'ai dit, Michel, j'ai dit, au nom de tout le grand département des sports de TVA, il me fait un immense plaisir de te souhaiter la bienvenue. Elle y était, là. Bravo. Dans tous ses états. Ben, moi, c'était ma façon de dire, correct, là, tu sais, ça fait pas mon affaire, mais je vais défendre mon point de vue. Fait que j'ai fait l'entrevue. T'es resté. Ben, quand? Ben, rendu là. Je comprends. Ça avait l'air fou un peu de me tasser, tu sais. Ça m'amène à, probablement au dernier point, si je me fie au profil Nova qu'on n'a pas abordé, ton intuition. Le d'après, le graphique, puis on se ressemble sur celle-là. Quand tu as l'esthétique aussi forte, ça t'amène une intuition. Tu sais, on appelle ça souvent l'intuition féminine, là, mais il y a des gars qui l'ont aussi. Ben là. oui. Tu carbures à ça, une espèce de senti. Fait que le coup que tu viens de raconter là, tu fais comme, je sais pas pourquoi, mais je peux le faire. Oui. C'est que tu vois des fois une petite ouverture. Tu sais, l'intuition, c'est compliqué parce que faut que tu apprennes à la respecter. Souvent, on se bafoue notre intuition. Quelque chose qui dit, c'est peut-être pas la bonne affaire. Non, tu sais, tu te laisses convaincre. Là, au fil des années qui te passent, à un moment donné, tu te rends compte que toutes les fois où tu n'as pas suivi ton intuition, ça t'a mis dans le trouble. Oui. Donc, ça te donne le moteur pour agir.
Mais c'est pas toujours évident parce que souvent, l'intuition va à l'encontre de la raison. Tu sais, par exemple, quitter Salut Bonjour, c'était une intuition. Mm-hmm. Si j'avais écouté le monde autour de moi, il m'aurait dit, ben non. C'est la dernière affaire qu'il faut que tu fasses. Tu lâches pas ça, là. Tu lâches pas ça. Tout... Moi, je suis resté 2 ans de plus parce que tout le monde autour de moi me disait non, Tu étais là 18 ans, moi, puis les 2 dernières années, moins le fun, tu sais, honnêtement. Juste parce que j'aurais dû débarquer du terrain, là. Ouais. Eux voulaient s'en aller dans un bar, t'as vu la fin? Un peu, là, tu sais. Eux voulaient partir d'un bar, moi, je m'ostinais. Il n'y a rien de pire que d'avoir quelqu'un qui est dans le bateau qui veut pas nager dans le même sens. Et puis dans l'équipe, puis c'est pas ça, tu sais. Fait que j'ai fini par sortir. J'aurais dû sortir avant, mais moi, je l'avais pas, cette intuition-là. J'avais pas le... Puis oui, effectivement, c'était... Mais probablement que tu l'avais, mais c'est doré, là. Mais c'était tellement un rêve que tu t'es dit, je vais persévérer. C'était même pas un rêve. Ouais. Moi, c'est niaiseux, moi, mes blessures, c'est l'abandon. Fait que je suis pas capable de partir parce que je peux même pas m'auto-abandonner, là. Je suis tellement fucking même, là, jusqu'à l'autre bout, là. Fait que je suis pas capable. Fait que moi, il a fallu qu'on me calisse à la porte. On m'a dit, OK, c'est fini. Oh. On m'a même pas dit, c'est fini. Parce que, une parenthèse, on m'a dit un vendredi, j'ai jamais compté, vive les podcasts. Un vendredi, on m'a dit, hey, tu sais, François, il n'y a plus de chroniqueurs, c'est bonjour, c'est des spécialistes, mais là, fais-toi-en pas, tu vas revenir encore plus souvent. Je fais, OK, c'est fini. C'est fini. Oh, ouais. Fait que, puis ça s'est terminé de même. Puis c'est tant mieux parce qu'il fallait que je parte de là. Puis à ce temps, je suis un invité régulier. Oui. Je suis comme un invité de Salut Bonjour, puis je pense que c'est ça mon meilleur rôle. Puis c'est bon pour eux autres parce qu'ils ont amené la chronique techno, ils voulaient l'amener. Moi, je voulais pas là. Puis je pense que je suis un invité pas pire, j'ai du fun avec Gino, on retourne là de temps en temps. Puis un invité. Mais je suis plus sur un show, là. Oublie ça. Mais c'est blessant quand ça arrive. T'sais, quand tu te rends jusque-là, Mais c'est ça, l'intuition, c'est comme c'est vraiment un double tranchant, je dirais. C'est pas toujours simple à jauger. Mais ça s'explique pas. Fait que les gens peuvent te juger en disant explique-moi sur quels critères tu as pris ta décision. Tu fais un senti, mon intuition, et tu te fais juger rare. Là. Ouais, ça fait ésotérique un peu. Là. Ouais, bon, OK, on s'en va là dans l'ésotérisme. OK. Il y a... parce que je veux dire un gros merci. T'auras, sans le savoir, contribué une partie de mon équilibre mental puis aller régler une partie de mes bébés. On est à Salut Bonjour, il y a 15 ans, facile. Puis un matin, il y a un hypnologue qui arrive sur le plateau. Puis là, je te vois changer d'attitude, puis tu vas quasiment te cacher dans les toilettes en disant « Non, il n'y a rien à savoir! » Parce que tu es méga ultra réceptif. Oh oui. Oh oui, vraiment. J'avais déjà eu de l'expérience à ça. J'avais tenté ça. Fait que, tu sais, moi, quelqu'un peut entrer dans mon inconscient là, assez facilement. Puis moi, à l'époque, je suis monsieur, je pense que ça, c'est organisé comme de la magie. Je croyais pas à ça tout. Fait que comme tu sais, typique segment Salut Bonjour, il y a le gars qui fait, je me souviens même pas de son nom d'ailleurs, c'est un gars qui faisait un show, il faisait des shows de ça. Et on se ramasse toute la gang. Puis là, finalement, Alain serre les doigts, serre les mains pour voir qu'il est un peu réceptif. Moi, ma surprise, les mains ne décollent pas. Fait que ça a l'air que je suis un peu réceptif. Je suis pas étonnée. Fait que je me ramasse. Ils mettent 2 chaises. Puis j'ai la nuque. Tu sais, le cas classique, le corps est comme un bio de bois. Là, fait que j'ai la tête sur une chaise et j'ai les pieds sur une autre chaise. Il faut comprendre que moi, la partie de mon corps qui va pas bien depuis ma naissance, c'est le bas de mon dos. J'ai le bas du dos faible, j'ai tout le temps mal dans le bas de pas mon chiro, mon ostéo, j'ai payé un char et une maison. Fait que, il m'hypnotise, je suis raide comme une barre, et j'ai Marc-Claude Savard qui m'embarque dessus. C'est à bédaine, à peu près, là. Puis t'es debout sur moi. T'es pas lourde, mais tu pèses plus que 100 livres, là, tu sais. Fait que, c'est pas normal que je reste droite. Je suis tout conscient de ce qui se passe là. Puis après, on se jase. Puis là, tu fais, non, mais tu comprends pas, là. Tu viens de décorer de quoi, là? Ouais. L'hypnose dans la vie de Marie-Claude. Ah, moi, ça a tout changé pour vrai. Mais en fait, c'est comme l'autoroute du règlement de situation. C'est-à-dire que, tu sais, mettons, je te parlais de mon adolescence, la colère, les tentatives de suicide. C'est des années de thérapie parlée par la suite pour essayer de résoudre ces choses-là, mais il restait toujours plein de résidus. Puis à un moment donné, j'ai rencontré un hypnologue qui s'appelle Jean-Claude Zécry, qui a été un des premiers à vraiment faire de l'hypnothérapie. Parce que là, tu as l'hypnospectacle, mais après ça, tu as l'hypnothérapie. Donc, je me suis retrouvée dans son bureau
Et il te met dans vraiment une sensation de relaxation. Et ensuite, c'est un peu comme un ordinateur. Il s'en va éliminer les programmes anciens, refaire les circuits. C'est comme une mise à jour, si on veut, de l'ordinateur. Donc, au fil des années, moi, j'avais accumulé une colère ou du ressentiment que j'avais besoin d'expulser. Et souvent, quand le mental ou la raison coupe et que tu vas juste dans... Puis on s'entend, là, c'est... Dans notre tête, c'est 90% inconscient, 10% conscient. Mais, hein. Fait que le 90% est très puissant. Fait que t'as beau dire « Oh, je suis zen, je ne suis plus en colère. » Ben en arrière, t'as ton inconscient qui fait « Fait que là, tu sais, t'as beau... C'est comme une lutte, là, pis c'est épuisant. Fait que là, il m'a ramené en arrière, il m'a refait vivre ce que j'avais besoin de vivre, là. C'est toutes ces blessures-là d'adolescence. Puis on dirait que juste de retourner vivre le ressenti. Hey, moi, je repartais de là légère. C'est comme si je laissais du bagage en arrière. OK. Même affaire après ça, quand tout le monde s'est mis à décéder. Et l'infertilité, aujourd'hui, j'ai 48 ans et j'ai 2 petits-enfants. Ça a été long, moi, c'est quand j'y arrive, là. 2 enfants extraordinaires à cause de l'hypnothérapie. Puis là, je vous le dis, là, c'est pas une affaire que tu fais une fois, là. Tu le fais, là, tu vis une couple d'années, tu retournes, puis à un moment donné, à la toute fin, l'ascale, là, tu sais, de mon fertologue qui me dit, là, si tu règles pas tes affaires, c'est fini, là. Mm-hmm. Et là, ça m'a pris jusqu'à la dernière minute pour finalement les régler. Et le message que j'avais gardé, que je traînais depuis des années, c'est « J'ai pas pu sauver ma famille, alors je n'en mérite pas une. » Mais ça, là, oui. Il a fallu que je creuse. Puis la journée que ça a débloqué, François, j'ai passé ma fin de semaine en pleurs chez nous, à juste expier ça. Et je suis tombée enceinte 2 semaines plus tard. Je te crois. Et pourtant, ça faisait 10 ans que je faisais des traitements de fertilité. Puis à chaque fois que j'allais voir, mes psys me disaient tout le temps « Mais t'es confortable dans ton infertilité. » C'était vrai. Ouais. Puis je dis pas que c'est ça pour tout le monde, parce que tout le monde a un chemin différent et chacun a des pathologies différentes. Mais moi, je peux juste témoigner de mon chemin à moi. Et je peux dire que ces libérations-là ponctuelles que j'ai eues grâce à l'hypnothérapie m'ont rendu... Tu sais, on parlait tantôt d'enthousiasme, puis de goût de vivre, puis de joie, mais ça m'a permis de cultiver ça. Là, je vais faire exactement ce qu'il faut jamais faire dans une période d'hypnose, parce que j'ai vu remarquer, on a un message d'erreur sur la console, puis j'espère juste qu'on n'est pas toutes défaites. Fait que ça, sur YouTube, vous allez voir ce que je me lève, puis parce que je comprends juste pas ce que ça vient dire. Oh non, le recording has stopped. C'est sympathique, on sait juste pas quand. Fait qu'on, YouTube, on s'en va regarder, on va revenir dans 2 secondes. Alors, prends-toi-en, du cava, là. Bon, ben, rebonjour tout le monde. Hey, on a vécu des émotions, nous autres Je comprends donc. Finalement, écoute, on avait une bonne demi-heure de son du début, ce qui veut dire qu'on va avoir eu quelques minutes de son de boîte, mais le contenu était bon, fait qu'on va garder ça de même. Ouais, moi, je suis cool comme ça. Non, okay. Je suis cool comme ça. Parce que toi, t'animes un retour à la maison tantôt. Oui, c'est ça. Mais c'est mieux quand je suis en boisson. Fait que donc, on était dans l'hypnothérapie. Ce que tu disais c'est un peu l'autoroute. Moi, j'ai trouvé ça fou parce que moi, j'ai passé pendant des années aussi à aller voir des psychologues. Puis j'ai rien contre. Mais je tentais de me rendre à la vraie faille. Puis, j'ai-tu passé des années sans un sofa à jaser? Puis, je me ramasse parce que moi aussi, je vais voir Jean-Claude. Fait que je me ramasse chez Jean-Claude. Ton hypnose, tu m'as donné ses coordonnées. Puis, écoute, 3-4 rencontres, et je vais dans le fin fond de la faille. Puis là, tu fais de la réparation. Ce que jamais tu vas être capable de faire quand t'es réveillé, tu sais. Je te disais tantôt, puis ça, j'en parle ouvertement parce que c'est plus une faille. Fait que c'est pas grave. Moi, c'est l'abandon, j'ai été adopté. Fait que les premiers mois, j'étais dans un orphelinat, puis pauvres eux autres, ils s'occupaient de toi comme ils peuvent. Oui. Puis t'es maman maintenant. Je le comprends. Est-ce que tu imagines si pendant 4 mois, quand ton petit gars ou ta petite fille braille, tu fais « Ben, tu vas manger à midi. » Non, c'est ça. Non, ça fonctionne pas. C'est sûr, ça laisse des traces, tu sais, t'as l'air. Et la seule façon de réussir à en sortir, c'est de faire ce qu'on dit de la réparation. Mais tu peux pas dire à quelqu'un « Écoute, tu sais, va nourrir l'enfant en toi. Hey, » réveillé, tu te rends pas là. Mais tu sais, c'est des petits pas qui t'aident à tourner autour du pot, si on veut, là, qui t'amènent à une conscience. Puis une journée, le timing est bon, puis tu t'en vas régler ça. C'est intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, on dit que la vie commence in vitro, c'est-à-dire in utérus. Quand, au début, je dis in vitro, j'ai mes enfants in vitro, mais la vie commence pas au moment de ta naissance, ça commence avant aussi. Fait que c'est normal qu'en 4 mois, t'aies emmagasiné. On dit qu'on emmagasine la majeure partie de nos blessures avant l'âge de 5 ans. Ouais. Fait que comment veux-tu, dans un état de conscience, à l'âge adulte, t'asseoir sur un sofa puis expliquer ça puis réparer ça? C'est très difficile. Fait que, moi, je suis passé de
qu'est-ce que c'est ça? Puis je crois pas à ça pantoute. Puis on se trouve à faire un show d'hypnose un matin. Puis toi, tu me dis après, non, mais attends, mais moi, là, je vais me poser des questions. Puis à ça, je l'utilise encore, je fais ça. Je vais voir l'hypno, puis je dis, hey, je me pose telle question. Fait que voici, parce que lui, quand t'es en séance d'hypnose, c'est lui qui jase, puis c'est lui qui t'aide. Moi, c'est comme ça que je le vois. Lui, c'est comme le conducteur. Oui. J'ai dit où je veux me rendre, et il fait juste me guider pour m'aider à me ramasser à quelque part à l'intérieur de moi. J'appelle ça faire de la plongée sous-marine. Faire de la plongée sous-marine à l'intérieur de moi. Je me ramasse à cette place-là. Et c'est fou ce que tu peux faire dans une petite rencontre d'1 heure. C'est malade. Là. Oh oui, absolument. Ça déboule rapidement. Quand tu es prêt à laisser aller des choses qui t'ont aidé à survivre à un moment X dans ta vie, mais qui peuvent par la suite te nuire. Tu sais, l'être humain, c'est plate à dire. Tu sais, aujourd'hui, on y arrive de plus en plus avec l'intelligence artificielle, mais c'est comme une machine, c'est comme un ordinateur. On accumule des vieux programmes, faut les laisser aller. Et c'est quasiment un acte manuel d'aller le faire, mais faut que tu le fasses avec quelqu'un qui va te guider. Des fois, là, ton raisonné pense qu'il veut aller à telle place. Ce n'est qu'un indice parce qu'en bout de ligne, tu te ramasses complètement ailleurs dans le champ gauche. Il faut faire confiance à ça. Et moi, je le vois comme quelque chose de très scientifique aujourd'hui. Tu sais, ça me fait bien rire, là. Je l'ai vécu encore il n'y a pas longtemps à la radio. On a fait venir quelqu'un faire un show d'hypnose, la même Moses d'affaires, Maxime Martin, j'y crois pas. Là, d'un coup, les doigts se décollent pas, puis s'il y en a un qui a besoin d'aller se faire hypnotiser, c'est bien lui. Fait que là, il commence tranquillement pas vite à faire ça, puis je vois la différence chez lui, tu sais. Moi, pendant des années, j'ai été employeur, j'ai eu une boîte, puis le nombre d'employés que j'ai envoyés moi j'appelle ça aller au garage. Ouais. Que j'ai envoyé au garage. Fait que, là, du Jean-Guy, j'en ai payé. Là. Ouais. Du Jean-Claude, plus du Jean-Guy. Du Jean-Claude, j'en ai payé. Puis pour vrai, les gens reviennent de là et ils font comme « wow, c'est extraordinaire. » Fait que, il y a un côté peut-être un peu insoupçonné pour les gens qui te regardent de loin, un peu ésotérique. Puis pourtant, c'est pas de l'ésotérisme pantoute. C'est justement, tu l'as dit, c'est du scientifique, du rationnel. Et en même temps, de l'autre bord, je te disais tantôt, la Marie-Claude, tout à la bonne place, là. Elle a les petits cheveux, puis j'entrecoupe avec la Marie-Claude, entrepreneur. Une de tes premières expériences en business, ça a été d'ouvrir un salon d'esthétique downtown. Rue Crescent. Moi, j'en ai fait des faillites, là. Tu sais, j'en ai essayé des choses, des échecs, j'en ai eu énormément. Et aujourd'hui, je suis entrepreneur dans ce que je comprends, dans ce que je connais. Tu sais, j'ai une maison de production, c'est ça que je fais. Je gère du contenu, je suis bonne là-dedans. Mais là, attends, Mais j'ai eu un salon d'esthétique. Ouais. Là, j'ai fait de la coiffure, manicure, pédicure, massothérapie, esthétique, tout ça. Ça a duré 2 ans. Avec une partenaire d'affaires. Ça s'est mal terminé, mal comme dans mal, là. Et ça a été des années à m'extirper de ça pour finalement... on s'entend, centre-ville, bail commercial, ça devait te coûter la peau des fesses comme local. C'est un maudit beau local. Fais-tu je t'en parle? Non, mais ben oui, allons-y. Non, mais pour vrai. Mais je l'ai payé longtemps, ce local-là, parce que j'avais signé un bail commercial. Donc, je m'étais investie à fond là-dedans. Puis tu avais des technologies là, de laser, de refaire la face. Ce que tout le monde fait aujourd'hui. Avant le médico-esthétique, moi, j'étais déjà rendue là. Ouais. Je travaillais avec Daniel Henkel, d'ailleurs. On s'est recroisés plusieurs fois par la suite. Mais ça a été une belle expérience formative. Je sais pas trop. En tout cas, je suis allée à l'école à la dure. Ouais. On va dire ça de même. Et aujourd'hui, tout ça, c'est bien correct. T'sais, moi et mon ancienne partenaire, réconciliation, tout va bien, nouveau respect. J'ai perdu quelques plumes là-dedans. Et quelques années plus tard, j'ai décidé d'ouvrir un resto. Ça a mieux été. Mais... il y avait d'autres ennuis. Je savais pas... En fait, j'avais même pas calculé que même si ton resto il est bien plein, ta marge de profit, c'est à peu près 8 %. Je n'avais pas flashé là-dessus. T'étais seule là-dedans? Non, j'étais avec les frères Holder. Okay. J'étais avec une bonne équipe solide. Là. Ce coup-là, ça avait l'air d'être très bien. Là, puis en bout de ligne, ça a été correct. C'est juste qu'on a fini par... il y a eu un concours de circonstances. Ils ont fermé Saint-Denis, excavé ça pendant je sais pas combien de temps. J'étais sur le plateau, puis tout ça. Mais ça a été correct. Ça a été kiff-kiff, je te dirais, le resto quand même. Je me suis bien sortie. Et après ça, travailleur autonome, t'es toujours un peu entrepreneur, là. Ouais. Je me suis dit, c'est drôle parce que mon père avait une maison de production, puis quand il est décédé, je l'ai cédé à ses partenaires, qui sont tous décédés un à la suite de l'autre. Il en restait un. Et là, à un moment donné, Claude Bédard, il me dit, ben là, je prends ma retraite. Et là, j'ai dit, mais je vais racheter la compagnie. Je vais la reprendre. Fait qu'au lieu d'aller dans la restauration, puis dans les ongles, puis dans les pédicures, ben je vais faire ce que je connais.
Et là, ça va mieux, là, tu sais. Fait que là, dans le fond... Là, tu viens de faire 360, là. Oui. Hey, perds ton père tôt, succession, vend l'entreprise ou la cède, peu importe. Là. Puis les années plus tard, tu fais « Hey! » Parce que c'est pas n'importe quelle boîte de prod. Non. Aurais-tu pris une autre boîte de prod? Ou tu l'as-tu pris parce que c'était l'ancienne boîte à ton père? Je pense qu'il y a eu plusieurs affaires. À un moment donné, juste avant de tomber enceinte, je suis allée faire un sweat lodge avec un chef amérindien à l'autre bout du monde, pour vrai. Là. Je suis allée camper. Moi, je fais pas ça, du camping. Ça m'intéresse pas. mais non, la fille qui a un salon d'esthétique avec... je te vois pas en camping. Mais non, là. Je suis allée en camping, c'est bien dire. Je suis allée passer 3 jours pour me réconcilier avec mes ancêtres. Alors là, j'ai fait vraiment la tente de sudation avec le feu, tout ça. C'est une expérience de vie. Il faut vivre ça une fois pour comprendre. Là. Fait que je m'étais comme réconciliée avec ma lignée, si on veut. OK. Contre laquelle j'en avais depuis l'âge de 12 ans. Je pense que j'aurais pas pu reprendre la compagnie de mon père si j'avais pas fait ça, là. Et donc, ça faisait du sens pour moi. Je me dis, bon, ça a du bon sens. Je vais reprendre ça, la lignée familiale. J'avais des enfants aussi. Fait que, tu sais, je voyais la famille autrement. Et là, ça avait du... Tu sais, des fois, là, c'est ça l'instinct aussi. À un moment donné, tu te dis, OK, là, je suis à la bonne place. Je fais la bonne affaire. Maintenant, c'est quoi cette compagnie-là? Je sais pas, on a passé à travers toutes sortes de méandres, de ci, de ça, mais je sais que c'est ça pour l'avenir pour moi. Parce que moi, je sais que je vais travailler jusqu'à 85 ans. Ah ouais? C'est certainement pas Radio Énergie qui va me donner une job jusqu'à 85, ni TVA, ni Radio-Canada, ni personne, sauf BBC. Ouais. Fait que moi, je fais ce choix-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je compose avec plein d'affaires. Les gens se disent, ça va de bon sens. Voyons donc, elle a une job déjà à temps plein, elle a 2 enfants, elle fait des documentaires. Pourquoi c'est qu'elle a une compagnie de production? Parce qu'un jour, les amis, quand ils vont m'avoir mis au bac de recyclage pour la énième fois, c'est ça qui va ressortir. C'est ça que je vais faire. Si vous regardez les artistes allés, ceux qui durent la plupart du temps, c'est parce qu'ils ont quelque chose à côté et c'est pas comme ça qu'ils vivent. Ils vivent pas principalement de leur métier. Non. Et c'est drôle parce que plus tu sais, moi j'ai toujours dit, je veux jamais vivre de mon métier. Finalement, j'en aurais toujours vécu. Mais toi, tu as été un exemple pour moi là-dedans. Parce que toi, tu as toujours été entrepreneur d'abord et avant tout. Toi, tu as vu le web venir avant tout le monde. Là. Moi, j'ai présenté un PowerPoint avant les années 2000 à TVA qui avait pour titre « Et si le web payait la télé ?» J'ai fait rire de moi, ils m'ont sacré à la porte. C'est ça qui a fait que j'ai pu partir françoischaron.com parce qu'ils n'y croyaient pas. C'est incroyable! Et je suis un des rares chroniqueurs qui s'appartient. Parce que j'ai mon contenu, puis là, mon site web, ça fait 15 ans qu'il existe, il roule, j'ai du personnel, une belle petite équipe qui tourne autour, et ça s'appelle tout bien François Charon. C'est incroyable. C'est fait que je m'appartiens, ce qui est rare dans les médias. Puis tu sais, personne comprenait ce que tu faisais. Moi, je me souviens d'être venue ici, là, où est-ce qu'on fait le podcast, il y a des années, puis ça m'a pris... Il y a eu un décalage avant que... Tu sais, consciemment, je voyais bien ce que tu faisais, je voyais pas ce que ça voulait dire. Puis à un moment donné, j'ai tout catché, j'ai fait... Je lui ai compris avant nous autres. Qui a vu voir la vague venir, tu sais. Ben, c'est que moi, j'ai jamais vu ça comme de la technologie. J'ai toujours vu ça et encore aujourd'hui. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a des gens dans l'industrie de la technologie qui me regardent en disant « Oui, quelle crise d'incompétent, il connaît rien en technologie. » Yeah, right, je connais rien en technologie. Je suis pas un gars de techno. Je suis un gars de communication. Moi, je suis un animateur de radio qui est mal viré et j'ai vu ces canaux-là comme des moyens de communication. Présentement, on se parle, on est sur YouTube, on est sur Spotify, sur iTunes, sur Google Play, sur Balado Québec. C'est rien que des tuyaux de communication. C'est ça. Essentiellement, qu'est-ce qu'on fait présentement? On fait de la radio. On fait du contenu audio. Mais on n'a pas une antenne, puis il n'y a pas le CRTC, puis c'est moi qui ai payé pour le stock. Puis présentement, on ne voit pas comment un jour on va faire une zone avec ça. C'est drôle parce que toi et moi, on est la même personne. Moi, j'étais pareil dans le sport. J'arrivais pas de ce langage-là. Ouais. Ou de ce... Tu sais, moi, je parlais pas statistique. Je ne sais pas c'est qui a gagné la Coupe Stanley en 85. Je vais le googler. Tu comprends? Par contre, je peux t'expliquer ce que c'est le sport. Puis je pense que tu as fait la même chose pour le web. Oui. Puis c'est là que puis t'es entrepreneur aussi, fait que tu sais. Mais je me souviens très bien à plusieurs reprises d'avoir regardé ton modèle d'affaires puis de m'être dit, ouais, c'est ça. C'est que j'avais pas de modèle d'affaires. Je fonçais puis je faisais des affaires je voulais
j'avais la chienne. Je disais, moi, ma blessure, c'est l'abandon. Fait que j'avais la chienne de me faire éjecter. Puis on est dans un métier où on est éjectable. Fait que je me disais, si je suis éjecté, ça me prend quelque chose en arrière là, pour pouvoir... Ton parachute. Ben, mon parachute, ma survie, puis l'alimentation, puis nourrir ma gang, puis puis en même temps, un désir d'autonomie. Parce que c'est cool en maudit d'être propriétaire de son propre média et de faire ce que tu veux. Puis je réalise là, des années plus tard, qu'il doit avoir quelque chose, parce que quand j'ai décidé de lancer le podcast, j'ai commencé à faire des invitations à gauche, à droite, puis pour vrai, de voir la qualité des invités qui disent oui, je capote ma vie présentement, de voir qu'une Marie-Claude Savard vient s'asseoir de même pendant. Mais je pense que tu as touché beaucoup de monde au fil des années, tu sais. Je pense que, tu sais, la vulnérabilité qu'on a tout le temps sentie, je veux dire, on l'aime. Fait que c'est pour ça qu'on choisit de venir faire le podcast. Puis on est en confiance aussi, tu sais. Ah, oui, on jase. On s'en va vers la fin. Dans les petits mots que j'ai devant moi, que j'ai pas encore abordés, j'ai One of the Boys, testostérone. Ouais. C'est drôle parce que autant que t'es fille, autant t'es toute ta carrière, je sais pas si dans ta vie privée, mais dans ta carrière, t'es proche des boys, puis des boys, là, tu sais, du Benoît Gagnon, ta gang dans ton show, retour à la maison, on dirait que cet esprit de chambre des joueurs-là, t'es bien là-dedans, on dirait. Mon chum, il dit tout le temps que je suis un troc. Puis il a raison, il a totalement raison. Je suis probablement une grosse pelle mécanique. André Arthur? Oui, et lui a un côté très féminin. Et c'est la première relation qui fonctionne, je pense, parce que c'est un gars avec qui je suis, qui a un côté très féminin. Et lui te dirait que malgré les extérieurs, tu sais, il en demeure pas moins que moi, je suis à l'aise avec ma drill, mon marteau. Hier, je ramanchais ma porte coulissante avec mes clés Allen puis toute la patente. Je suis bien là. Tu sais, dans ça, j'aime les gars, même si j'adore les femmes. Tu sais, moi, je suis la première sister, je suis une sister. Mais j'aime les gars, j'aime ce côté-là. Tu sais, aujourd'hui, c'est drôle parce que, tu sais, j'ai traversé la ménopause puis toutes ces affaires-là d'hormones, de testostérone, progestérone, estrogène qui nous définissent. Mm-hmm. Et puis, il y a bien des femmes qui disent en traversant la ménopause, tu sais, comme tu as moins d'estrogène, de progestérone, puis de la testostérone fait son apparition, puis il y a bien des femmes qui deviennent un peu comme ça. Moi, j'ai toujours été de même. Fait qu'on dirait qu'au contraire, ça m'adoucit. Mais fondamentalement, oui, je suis quelqu'un de très métal, dur. Fait que oui, je les aimais, mes boys, hein. Puis je les adore encore aujourd'hui. J'ai beaucoup d'indulgence, beaucoup de compréhension pour les gars. Je les aime profondément, puis je pense qu'ils me le rendent bien. Tu comprends notre côté épais, tu comprends pourquoi qu'on n'est pas tout le temps comme... Ah, mon Dieu Seigneur, je vous comprends d'avoir de la difficulté à marcher puis à mâcher de la gomme. Je l'accepte. Tu as dit tantôt, t'es devenue maman après un parcours pas nécessairement évident. Maman, 40... J'étais surpris parce que, tu sais... Je n'ai pas l'air, mais je fais un peu mes devoirs. Fait que je t'ai stalké, je t'ai googlé un peu. Puis, grande surprise, c'est... Voyons, maman, 44 ans, tu t'es fait ramasser. Ah, solide. Voyons donc. Ben, c'est correct. Garde, ça dérange. Parce que, tu sais, dans le fin fond, je me rends compte que un des moyens de tu sais, cette inégalité qu'on voit entre les hommes et les femmes, c'est une relation de pouvoir, tu sais. Puis la vie, c'est ça beaucoup, tu sais. Tu viens sur mon terrain, je m'en vais sur ton terrain, c'est comme ça. Et la biologie, c'est une des grandes limites féminines. C'est-à-dire que les gars peuvent avoir des enfants jusqu'à 60 ans. Ouais. Les femmes, à un moment donné, c'est une date de péremption. Et ça fait partie de notre univers collectif. Le gars qui s'achète une Corvette à 50 ans sort avec une fille plus jeune. Là, à un moment donné, t'es arrivé des mémoires qui s'est mis à sortir avec des gars plus jeunes, ça a dérangé. Oui. Les premières femmes qui ont été capables de prendre contrôle de leur biologie, oh mon Dieu que ça a dérangé. Et t'as eu Janet Jackson qui a eu un enfant à 50 ans aux États-Unis qui s'est fait ramasser. Puis évidemment, au Québec, c'est pas pareil. 44, moi, ça a dérangé épouvantable. Puis d'autant plus je pense que ton chum est un peu plus jeune beaucoup, que toi. Beaucoup, il est 9 ans de plus de beaucoup, plus jeune. Calvaire. Ben 9 ans, mais tu sais, on a une différence de 9 ans. Ouais, mais t'es pas une cougar, là. Non, mais il a fallu que je m'explique.
Hein? Puis, tu sais, Ben les voyons gens, donc. sais-tu pourquoi? Parce que ça arrivait aussi dans le débat de on veut-tu se payer avec notre carte de crédit collective les services de fertilité. Et là, à cette heure qu'on paye, personne ne s'en fait avec ça. comprends. Mais à l'époque, c'était autre chose. Et donc, ben là, c'est ça, on sait bien, ils font des carrières. Puis là, il est trop tard. Oh, je vais avoir des enfants. Pourquoi qu'on paierait pour ça? Dans le jugement mur à C'est mur. vrai. Alors que tu as essayé avant. Puis la Ben, j'ai machine, essayé elle avant, voulait j'ai pas. payé pour mes affaires. Ben, à partir de là, tu sais, on veut-tu se donner une population? Tu sais, je veux dire, l'infertilité, c'est d'abord et avant tout un problème masculin. Hey, je me souviens de m'être pognée avec Stéphane Gendron, là. Hey, lui, là, quand il a su que j'étais enceinte à 44, j'avais fait des traitements de fertilité, puis il était contre la gratuité. Puis à un moment donné, j'ai dit, écoute-moi bien, mon beau Stéphane d'amour, là. J'ai dit, les femmes vont au front pour ça, mais 50% du temps, c'est le chum qui est infertile. Ah oui. Parce que les facteurs environnementaux sont aussi cruels pour vous autres qu'ils le sont pour nous autres. Absolument. Puis là, t'as ton siège chauffant et ton ordinateur sur tes gosses, t'es plus capable de faire des enfants. On se comprend. Bon. Fait que, bref, 44 ans, oui, je me suis fait Fait que ramasser. 2016, Charlotte, 2016, Charlotte, 2018, Henri. le prince Henri. Oh, il est tellement fin. Il est Écoute, tellement de bonne humeur. puis c'est pas mon genre, je vais mon têteux, mais je t'ai stalké. Ils sont beaux en Ils sont beaux, hein, s'il vous plaît. Écoute, Ils sont non, mais fins. je dis, c'était des belles soirées, là. Quand Ah, t'as joué aux oui. fesses, quand t'es as faites, là. Non, mais tu devais avoir des images positives dans ta tête, là. Écoute, ils sont extraordinaires, tu sais, puis je pense que, tu sais, Ben, tu sais, toi, t'es cute. Papa Paulette. ouais, mais Henri ressemble à son père. Mais Charlotte des fois, deux ressemble à beaux sa parents, mère. ça fait pas toujours des beaux enfants. Non, nous autres, on était étonnés. Nous autres, on a toujours dit, mon Dieu Seigneur, on les mérite pas, là, tu sais, comme quand ils sont arrivés. Même, tu sais, à l'hôpital, on les regardait, puis on se disait, mais ça se peut pas. Puis là, on se disait, toi, les parents trouvent leurs enfants beaux. Mais. En vieillissant, ils vont s'en dire un peu. je- Même pas. Ils sont beaux, ils sont fins, puis c'est au-delà de mes attentes. Ouais. Au-delà de mes attentes. C'est tellement de bonheur. C'est incroyable. Écoute. Puis, tu sais, la petite fille, le petit gars, j'ai attendu longtemps, j'ai les deux expériences. Moi, j'ai rien à dire. François, j'ai rien à dire sur la famille. C'est que merveilleux. Et pour toi, c'est quand même primordial, parce que quand je t'ai invité pour le podcast, je dis, on prend un petit verre, on pourrait être après le show. Non! Non, chez Moment nous. à ta maison. Ah oui, je suis à la maison, je donne le bain, puis c'est mon petit moment, parce que là, les deux sont à la garderie. Avant, j'avais Henri tout le temps avec moi. Fait qu'il était dans mes bras, j'avais cette présence-là. Là, il a fallu que je le laisse aller. Puis là, le soir, moi, je rentre à la maison, puis je passe du temps avec eux autres. 6 à 8, c'est mommy time. Cool. Ouais. Donc, on peut officiellement dire qu'après tous ces aléas-là, toutes ces montagnes russes, une trentaine pas évidente, et que, puis c'est quétaine, mais tous les podcasts vont terminer par le titre et c'est l'invité qui doit dire le titre quand même. Mais je pense que j'ai vu ton sourire, que tu assumes pleinement le titre du podcast et qu'aujourd'hui, tu trouves que... La vie est belle. Sincèrement. Merci, Marc-Claude. C'était La vie est belle. À la prochaine.